Bonjour. Donc deuxième partie de l'enregistrement. Nous allons maintenant parler des thèmes, du dernier thème qu'on n'a pas vu encore, qui est le thème de l'influence du milieu, une vision très particulière et très chère au naturalisme, puisque le milieu va influer sur le comportement de la personne. C'est un des thèmes qui est récurrent dans le manifeste du naturalisme que Zola avait mis au point avec d'autres auteurs. Donc en fait, l'exiguïté des logements entraîne une dépravation morale des ouvriers, et chaque intérieur est révélateur, que ce soit entre les logements des ouvriers, puisqu'on a des ouvriers qui ont des intérieurs très tenus et d'autres beaucoup moins, et puis aussi le contraste évidemment qu'on a déjà vu entre les intérieurs bourgeois et ceux des Levaque ou des Maheu. Donc en fait, on aura une approche du réel très différente, et quelques détails dans ce milieu vont cristalliser un certain nombre d'éléments, comme le coucou par exemple, qui va indiquer la joie de vivre, et puis un certain superflu, et en même temps le temps de l'horloge, le temps du travail. Voilà, donc l'influence du milieu sur Étienne aussi, avec évidemment l'hérédité, l'alcoolisme, et on aura ainsi, pareil, dans les milieux bourgeois, l'influence de certaines activités. Alors, maintenant passons à la partie 5 de l'exposé sur Zola, l'homme et l'œuvre. Alors, en quoi le style de Germinal est particulier? Le style de Germinal, c'est une écriture naturaliste. Pour Zola, il est important de faire œuvre de science, de montrer les plaies sociales et de donner au lecteur un frisson d'horreur. On se rappelle, il faut faire trembler le bourgeois. Donc, son écriture va montrer des hardiesses lexicales. Il va nous donner du vocabulaire extrêmement précis. On peut relever Porion, qu'on a vu tout à l'heure, on peut relever Herschel, on peut relever tout le lexique qui est à la fin du livre, et qui nous montre que Zola n'a pas fait que passer dans la mine, mais qu'il a vraiment posé des questions, lu des livres, compilé des articles pour vraiment nous donner une vision de la mine la plus précise possible. Il va montrer aussi des plaies sociales avec des procédés de rhétorique, un discours indirect libre qu'on va retrouver plusieurs fois. Il va aussi expliquer beaucoup, décrire beaucoup. Il va adapter son vocabulaire, donc on aura à la fois une langue populaire avec des noms de dieux, comme vous avez pu le lire dans le texte que vous aviez à étudier sur l'accident, l'éboulement avec Jeanlin. Et donc on aura à la fois des hardiesses lexicales et en même temps une syntaxe classique, des procédés rhétoriques traditionnels et une narration avec des explications qui est assez proche de ce que écrivaient déjà les autres auteurs réalistes de l'époque. Alors, peut-être qui va à chaque fois ensemble, à chaque fois que vous avez un texte de Zola à étudier, on a cette écriture naturaliste et un style visionnaire. Alors qu'est-ce qu'un style visionnaire? C'est une approche profondément poétique du monde, mais aussi une volonté de donner à voir, visionnaire, et aussi de voir l'avenir. Donc il va choisir des images visuelles qui sont très proches de la peinture. Il ne faut pas oublier que Zola est très inspiré par Manet, par les impressionnistes, qu'il est lui-même critique d'art, que dans beaucoup d'articles de journaux, il va décrire des peintures. Il va être très ami de plusieurs peintres. Il va même consacrer un de ses romans des Rougon-Macquart à un peintre qui s'appelle une œuvre qui s'appelle L'œuvre, justement, avec un peintre déchu. Il ne faut pas oublier non plus que les images sont visuelles, évidemment, avec des chatoiements, du rouge, du noir, qui est très très nette dans la scène où tous les mineurs se mettent ensemble. Il y a aussi des images olfactives, l'odeur de grisou, l'odeur de bois pourri, l'oignon cru dans les maisons, qui évidemment contraste avec l'odeur de brioche chaude, la puanteur, mais le lapin, des choses qui sentent très bon, les frites le jour de la fête de la Dicasse. Les odeurs, ça peut être aussi au bal, des odeurs de sensualité obsédante, des parfums, mais aussi la sueur des danseurs. Et puis, au-dessus de ces images visuelles et olfactives, la recherche du détail vrai, c'est-à-dire qu'on aura un chat, un chien qui passe, une porte qui claque, qui sont finalement déjà très cinématographiques. D'où l'adaptation au cinéma, qui n'a pas été facile évidemment, mais qui, par le récit de Germinal, rendait assez facile la mise en scène de certaines images et de certains passages du livre. Alors, pour la force des images,
On a des contrastes évidemment très violents entre le vol au vent, on en a déjà parlé, le menu des bourgeois, et puis les images de grève. On a Catherine qui sort de la mine complètement défaite la première fois, toute blanche. On a le crachat de Bonnemort, ça 6 ou 7 fois Zola va utiliser cette image. 6 ou 7 fois dans Germinal, on voit comment Bonnemort cracher le poumon qu'il a, pas le poumon, le charbon qu'il a dans les poumons. Hein, il dit, vous vous souvenez au début, qu'il a de quoi se chauffer pendant tout le reste de sa vie. On a aussi des rythmes de phrases avec des assonances et des allitérations. Par exemple, avec des gorges gonflées de genièvre. On a aussi beaucoup d'énumérations qui vont donner un rythme à cette phrase et une musicalité aussi. Il est aussi très habile, Zola, à décrire des scènes collectives, à peindre des scènes collectives. Germinal, c'est un roman de la nuit et des ténèbres. Les couleurs dominantes sont le noir et le rouge. Une masse compacte roulait d'un seul bloc. La Maheude est transfigurée, Étienne a la voix changée. On a toutes ces scènes aussi où le groupe, où le collectif, où les voix populaires sont toutes ensemble, et donc Maheude s'écoute avec surprise, Étienne a la voix changée, et la Maheude, au fur et à mesure qu'à la maison elle entend Étienne Lantier parler de justice sociale, d'égalité, de révolution, il se laisse porter par cet élan qui les porte vers la lutte collective. Par la peinture des groupes sociaux et des foules, Zola confère une dimension nouvelle au genre romanesque. C'est quelque chose de nouveau. Ce qu'ont proposé Balzac, Flaubert, Stendhal, c'était une peinture de petits groupes de personnes. Et on n'avait pas ces grandes foules revendicatrices, même dans la Comédie humaine de Balzac, où on a plutôt des familles en petit nombre. On n'a pas de groupement, d'association comme ça d'un grand nombre de gens. Alors, donc on a parlé de la force des images tout de suite, toutes ces images dont on vient de parler. Nous allons maintenant aborder le dernier point de l'exposé, qui est la signification de Germinal. Alors évidemment, la première qui vient à l'esprit, c'est celle du témoignage social et historique. En effet, grâce à Zola, nous savons beaucoup de choses sur la constitution des syndicats, sur les étapes du mouvement ouvrier, sur la naissance d'une conscience de classe, sur ce rêve de justice qui a animé toutes ces populations ouvrières, à la fois de Paris, des usines, des mines de charbon, à Lyon aussi, dans toutes ces grandes villes où la révolution industrielle entraînait des regroupements de ruraux qui se retrouvaient à travailler 10 heures, 14 heures par jour, sans jour de congé. Alors, c'est aussi un roman épique. Alors, qu'est-ce que c'est que épique? Épique, ça vient d'épopée, si vous pensez à l'Odyssée par exemple, pour parler d'épopée, c'est-à-dire un roman qui va emporter des forces cosmiques, des forces animales, des forces religieuses. Donc on va avoir par exemple le ciel, la terre, l'eau, le feu qui sont des forces cosmiques et qui vont être personnifiées. On va avoir donc cette humanité hostile face à un univers hostile. On va avoir des forces animales avec les machines qui deviennent des bêtes sauvages, Souvarine qui courbe l'échine comme un animal quand il sabote l'outil de production. Et puis les émeutiers, on va les considérer, et Zola le fait volontiers et souvent, à des animaux qui ont la mâchoire qui se déforme, qui hurlent comme des loups, qui sont devenus sauvages, et donc un bétail affolé, une force en marche, qui montre que ce roman a la force d'une épopée, la force d'un grand mouvement de personnes qui se mettent ensemble et qui vivent une grande aventure ensemble. Alors les forces religieuses, on peut dire qu'il y a une foi nouvelle dans le capital, le capitalisme qui se met en place, le culte de l'argent, et de l'autre côté, il y a une volonté d'un socialisme qui apportera l'égalité des hommes. Donc on pourrait dire qu'Étienne est une sorte d'apôtre qui prêche l'égalité des salaires, qui prêche la reconnaissance du droit des ouvriers à vivre décemment, à être bien payés, à être protégés. C'est le début avec la caisse de prévoyance du syndicalisme, du droit de grève, de la sécurité sociale. Et c'est une personnification aussi épique, puisque le puits, c'est comme une créature vivante, et que le Voreux, c'est pas un hasard si cette mine s'appelle le Voreux, V-O-R-E-U-X, qui est un peu comme un monstre qui dévore ses enfants, qui dévore les ouvriers.
Alors maintenant encore plus peut-être qu'un roman épique, on pourrait parler d'une vision mythique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une vision mythique? C'est une vision qui va se rapprocher des grands mythes. Alors là, vous me direz, on va se rapprocher aussi de l'Odyssée. Et les mythes, alors quels sont-ils? Ça peut être le mythe des enfers, ça peut être le mythe du labyrinthe avec le Minotaure. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc le voreux avale sa ration d'hommes. Et l'enfer, alors l'enfer c'est très important parce qu'on retrouve les enfers avec le Styx dans l'Iliade et l'Odyssée chez Homère, mais on le retrouve aussi dans tout ce qui est la littérature chrétienne, c'est-à-dire que les enfers ou l'enfer sont tous les deux sous la terre. Or, sous la terre, la mine du voreux est sous la terre. Il ne faut pas oublier qu'il travaille à 554 mètres sous la terre et qu'il fait 35 degrés. Donc les enfers sont brûlants comme l'enfer chrétien. Et ils brûlent, si vous les regardez, ils sont transpirants, enfin dans le film de Berry, on voit ces hommes qui transpirent, qui sont pleins de sueur et qui souffrent. En plus, on a une notion de labyrinthe, et ce labyrinthe, évidemment, c'est un clin d'œil à la mythologie gréco-latine, puisque le labyrinthe où est le Minotaure guette l'homme et risque de le tuer. Et donc est-ce que Ulysse va réussir à sortir du labyrinthe sans être mangé par le Minotaure? Et finalement, grâce à Ariane, il va s'en sortir avec le fil d'Ariane. Donc là, on a une vision mythique avec le mythe évidemment du labyrinthe du Minotaure. Alors la vision prophétique, quelle est-elle? La vision prophétique, c'est le mythe de la mort et le mythe de la vie. L'ombre et la lumière, la chute et l'envolée, l'avenir et le passé. Donc on a une espèce d'anéantissement et en même temps de résurrection. C'est-à-dire que cette mine qui est démolie avec tous ces morts, on a une vision d'anéantissement. Et en même temps, le fait que cette dernière page, qui est très symbolique, nous donne espoir et donne espoir à tous les ouvriers, à tous ceux qui vont lire ce livre, d'une société nouvelle. C'est une forme de prophétie qu'exerce alors là Étienne en disant: on va vers un avenir meilleur, on va réussir, ils ne sont pas morts pour rien, on va réussir à mettre en place une société plus juste, où les ouvriers auront leur place, où ils participeront à l'effort de travail, mais aussi aux actions. Il n'y aura plus d'un côté les riches et les pauvres, les patrons et les ouvriers, mais il y aura des hommes qui travailleront ensemble au bien-être de l'humanité. Donc c'est une vision prophétique. Alors, la dernière chose que nous avons à voir ensemble aujourd'hui, c'est le titre symbolique. Alors, on en a déjà parlé en cours, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le titre symbolique, pourquoi Germinal? Alors, il a beaucoup hésité, Zola, il avait une vingtaine de titres sous le coude, et Germinal s'est petit à petit imposé. Alors, je vais vous citer un passage de Zola où il explique la genèse du titre. Zola s'arrête sur le choix de Germinal pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça fait partie du calendrier révolutionnaire, donc on a encore là un clin d'œil à la Révolution française, et donc c'est le mois du printemps, c'est le mois où tout germe, où tout ce qui était dans la terre caché pendant tous ces mois d'hiver va devenir une pousse, puis ensuite une plante ou un arbre, un légume. Donc Germinal est vraiment quelque chose qui va germer dans l'esprit des hommes. Donc on a une espèce de métaphore de la germination. Donc je vous ai mis le texte ici, qu'on va lire ensemble, qui explique vraiment très bien le choix de Germinal. Quant à ce titre de Germinal, je ne l'ai adopté qu'après bien des hésitations. Je cherchais un titre exprimant la poussée d'hommes nouveaux, l'effort que les travailleurs font, même inconsciemment, pour se dégager des ténèbres si durement laborieuses où ils s'agitent encore. Et c'est un jour, par hasard, que le mot Germinal m'est venu aux lèvres. Je n'en voulais pas d'abord, le trouvant trop mystique, trop symbolique, mais il représentait ce que je cherchais, un avril révolutionnaire, une envolée de la société caduque dans le printemps. Et peu à peu, je m'y suis habituée, si bien que je n'ai jamais pu en trouver un autre. S'il reste obscur pour certains lecteurs, il est devenu pour moi comme un coup de soleil qui éclaire tout le fleuve. Alors je vais conclure avec cette citation. Je vais juste corriger des erreurs que vous avez dû repérer, donc que j'avais pas vues, après ici bien sûr, et il y en a encore un autre si vous avez bien regardé.